Merci, bonjour à tous et merci de vous être connectés à notre webinaire de ce matin sur la mode et la loi AGEC, comment se préparer aux nouvelles réglementations. Je suis ravie de vous accueillir et de développer avec vous et de répondre à vos questions sur toutes ces problématiques. Alors, avant de commencer, et pour le bon déroulement de ce webinaire, je vais vous demander de couper vos micros et vos caméras. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant la présentation. Il y aura une partie Q&A à la fin de cette présentation. On est à peu près sur 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à utiliser le bouton Levez la main. Je vais également vous solliciter et demander votre participation. Donc, merci de garder à proximité votre téléphone portable puisque je vais vous solliciter tout à l'heure. Donc, moi, je m'appelle Laure Galland, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la mode et mon premier projet PLM date des années 2000, donc ça fait déjà plus de 20 ans. Donc, j'ai une certaine expertise dans ce domaine et sur les différentes solutions présentes dans le secteur de la mode. J'ai intégré le cabinet Fit Retail il y a bientôt 5 ans et je suis responsable de l'offre PLM au sein de ce cabinet. Alors, en petite introduction, lorsque vous êtes inscrit à ce webinaire, on vous avait posé 2 questions. La première question, c'était: «Vous sentez-vous prêt pour les échéances imposées par la loi AGEC?» Et voilà un petit peu, la synthèse de vos réponses. C'est-à-dire que si on regarde, ce camembert, ce graphique, on se rend compte que 75 des gens qui ont répondu à la question, en fait, ne savent pas vraiment, quelles sont les échéances imposées par l'AGEC, par la loi AGEC. Donc, voilà, il y a que 26 des répondants qui ont dit, être prêts, pour ces échéances-là. Donc déjà, ça nous donne une idée un petit peu, du panorama et de la situation et moi j'ai trouvé ça extrêmement, enrichissant et j'espère qu'à la fin de ce webinaire, les réponses seront, différentes si on vous posait la même question. Deuxième question qu'on vous avait posée, c'est: «Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez?» Et là encore, c'est assez intéressant. On s'aperçoit que majoritairement, vous avez répondu que vous manquiez d'informations, et de détails, sur les obligations et puis également beaucoup d'inquiétudes sur, la collecte, le tri et le stockage des données. Après, des problématiques de calendrier, on va revoir ça ensemble et puis aussi de systèmes d'information, d'applications, comment stocker ces données, quelles sont les applications à utiliser et cetera et est-ce que le système d'information est prêt à accueillir, toutes ces infos-là? Alors, un petit sommaire, donc on va commencer par faire un rappel sur, les lois AGEC et climat et résilience. Ensuite, on fera un zoom particulier sur, les obligations court terme, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse tous, c'est vraiment ça. Ensuite, un point sur, le PLM pour répondre à ces obligations légales et puis, une partie, synthèse, conclusion et puis ensuite on aura nos questions-réponses. Alors, je pense que tout le monde sait que, l'industrie du textile, contribue à hauteur et de 10 des émissions de gaz à effet de serre au niveau du monde. Donc, c'est une industrie qui contribue de façon significative au réchauffement climatique. Donc, l'entrée en vigueur de la loi AGEC, c'est vraiment une opportunité qui est donnée, au secteur du textile, en France pour réduire, cet impact carbone et puis pour permettre aux consommateurs de faire, des achats, plus responsables. Donc c'est beaucoup de challenges, à relever, alors que les Français sont assez, sensibilisés au greenwashing, hein, donc le fait de brandir, des arguments, écologiques afin de véhiculer une image, éco-responsable qui ne correspond pas à la réalité. Donc il y a vraiment des gros challenges, pour les marques du secteur textile à relever parce que les consommateurs ont vraiment besoin de preuves aujourd'hui. C'est vraiment ça et la loi AGEC va dans ce sens-là, de plus de traçabilité, de visibilité et d'information. Alors, un petit rappel sur les lois AGEC et climat et résilience.
Donc, on va reprendre un petit peu, l'historique. Donc, ce sont des réflexions, tout ce qui concerne l'affichage environnemental et cetera. Ce sont des réflexions qui ne datent pas d'hier, hein, puisque ça date déjà des lois Grenelle 1 et 2 en 2009. Il y avait déjà des réflexions sur le sujet. Donc en 2020, il y a eu la loi AGEC. Donc la loi AGEC, c'est un ensemble d'articles. Vous avez déjà eu, l'année dernière un décret sur, l'interdiction de détruire, les stocks d'invendus. Voilà, il y a plein d'articles dans cette loi AGEC. Heu, voilà, et on va revoir tout ça en détail. Et puis 2021, la loi, climat et résilience. Voilà un petit peu, juste pour, recadrer un petit peu un planning et les différentes dates importantes. Alors, maintenant, si on s'intéresse particulièrement à la loi AGEC, donc c'est la qui lutte contre le gaspillage et qui promeut, l'économie circulaire, a été promulguée le 10 février 2020. Alors on va s'intéresser, à 2 articles en particulier. L'article 13 qui est lié aux informations consommateurs, donc c'est celle-ci, sur laquelle on va zoomer tout à l'heure, parce que c'est celle-ci pour lequel les obligations, sont vraiment à court terme. Et puis l'article 15 concerne l'affichage environnemental. Suite à cette loi AGEC, il y a eu, des travaux de la Convention citoyenne pour le climat et il y a eu la loi climat et résilience, donc là, qui a été publiée le 24 août 2021. Et cette loi climat et résilience porte un article, important, c'est l'article 2 qui est lié à l'affichage environnemental, et cet article 2 remplace l'article 15, de la loi AGEC. Voilà. Donc, l'affichage environnemental, c'est quoi? Parce que je pense que, tout le monde ne le sait pas forcément. En fait, l'affichage environnemental, c'est un visuel, qui est apposé sur les emballages ou sur les supports de communication et qui représente en fait l'impact climatique et écologique d'un produit. Donc ça se traduit sous la forme d'un score ou d'une lettre entre A et E, un petit peu comme le Nutri-Score, dans l'alimentaire. Donc cette note, ce score, doit prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité et la consommation d'eau ou d'autres ressources naturelles. Voilà, donc ça, c'est l'affichage environnemental. Alors, si on reprend un petit peu, le calendrier, de tout ça, où en est-on aujourd'hui pour la filière TLC, donc textile, linge de maison et chaussures? Donc, l'année 2022, ça a été une année importante puisqu'il y a eu en fait, entre le 1er février 2022 et le 30 septembre 2022, des expérimentations vraiment de l'affichage environnemental via des études de cas, d'entreprises volontaires. Donc il y a eu un certain nombre d'études de cas sur, différentes, plateformes, heu, qui ont expérimenté, sur ces plateformes-là, l'affichage environnemental. Donc ça, c'était l'année 2022. Cette expérimentation a pris fin, le 30 septembre 2022. Et la fin d'année, 2022, c'était vraiment l'évaluation des expérimentations par l'ADEME. Voilà, donc le 25 novembre, il y a eu une communication de l'ADEME, une communication du gouvernement et un bilan des expérimentations fin 2022. Le début 2023, c'est le bilan gouvernemental qui est transmis au parlement. Et et par la suite, donc à partir de mars, les rédactions, du décret rendant l'affichage obligatoire pour le textile. En parallèle, il y a la consultation, européenne. Donc en fait, sur l'affichage environnemental, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les décrets ne sont pas publiés, les expérimentations ont pris fin. Maintenant, l'évaluation, des expérimentations par l'ADEME a eu lieu, donc c'est la balle est côté, gouvernemental et parlement, pour la publication, des décrets et valider, les modes de calcul et les obligations, liées à cet affichage environnemental. Donc ça, c'est juste un rappel important pour recadrer en fait, ce projet d'affichage environnemental, dans le temps. Alors,
c'est là où je vais avoir besoin, de vous. Donc, vous allez, pouvoir flasher ce petit QR code et on va utiliser un outil qui s'appelle Menti, pour en fait, et je vais vous poser des petites questions. On va faire un petit sondage, avoir un retour de votre part. Je vais vous poser des petites questions, pendant cette session et on va voir un petit peu vos réponses. Ça va mettre un petit peu de rythme aussi à cette présentation. Je ne vais pas être la seule à parler et à intervenir. Alors, première question, connaissez-vous des plateformes d'affichage environnemental? Avez-vous déjà entendu parler de ce type de plateforme et en connaissez-vous? C'est voilà, ça sera ma première question, donc n'hésitez pas à taper vos réponses et comme ça, on va les partager, tous ensemble puisque c'est un outil interactif. Alors le oui est intéressant, le non également. Si vous avez des noms de plateformes, OK, super. En tout cas, vous participez, c'est chouette. Alors les mots qui apparaissent en plus gros sur ce slide montrent qu'en fait, il y a énormément de gens qui ont répondu Glimpact ou Fairly Made, ou non d'ailleurs. Voilà, parce que c'est ce qui apparaît en plus gros, c'est ce qui correspond à enfin, ce qui a été répondu plusieurs fois, par la population, interrogée. Super, mais en tout cas, merci pour vos réponses, c'est hyper intéressant. Donc celles qui apparaissent, hein, vraiment, qui reviennent fortement dans vos réponses, c'est Fairly Made et Glimpact et je ne suis pas tellement, étonnée parce que c'est celles, c'est vrai qui ont peut-être aujourd'hui, le plus de visibilité, sur le marché. Merci en tout cas pour votre participation à ce 1er sondage. On va continuer. Alors justement, concernant l'affichage environnemental, je vous parlais d'expérimentations, qui avaient eu lieu, sur l'année 2022 et en fait, il y en a eu 11 expérimentations donc qui ont été reconnues, par l'ADEME et validées par l'ADEME. Je vous ai pas remis les 11, j'en ai remis que 6 ici. Celles que vous avez remontées, on les retrouve évidemment ici. Fairly Made, il y a eu des études de cas basées sur, enfin, travaillées avec, Asphalt, Etam, Balzac notamment et puis, des entreprises du luxe que je ne peux pas communiquer, mais voilà, donc, une plateforme qui est déjà opérationnelle, hein, chez bon nombre de clients aujourd'hui. Il se base sur un logiciel d'analyse de cycle de vie et une matrice de calcul interne. L'impact que vous avez aussi, beaucoup cité, il y a 25 études de cas qui ont été réalisées. Donc là, j'ai rappelé un petit peu les marques qui ont travaillé, sur cette solution avec cette plateforme Gimpact, notamment, Decathlon, qui était très en avance sur ce type de plateforme. Mais, il y avait aussi, plein d'autres marques comme, Tape à l'œil, Lacoste, Chantel, Dim, Fashion Cube et cetera. Alors, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Clear Fashion, donc Clear Fashion aussi, qu'on a vu dans le petit sondage, qui est une méthodologie testée sur des données réelles depuis plus de 2 ans et déjà adoptée par plus de 300 marques. Donc il y a des études de cas qui ont été faites notamment avec, Petit Bateau. Footprint Target, qui a travaillé avec, Green Score Capital. Donc, là aussi, il y a eu des études faites avec, Movitex, Caporal et Giclo notamment. Il y a une intégration native aussi avec, le PLM Centric, avec, Green Score Capital. Donc c'est aussi dans ce cadre-là peut-être que vous connaissez cette plateforme. Voilà, puis il y a eu la plateforme de l'UIT qui a été citée également. Donc ça, ce sont des expérimentations, qui ont été, réalisées en 2022. Maintenant, on attend les conclusions, de l'ADEME, hein, mais bon, en tout cas, ces plateformes sont très avancées, elles vont toutes dans le bon sens par rapport à ce qui sera, par rapport aux décrets, qui seront validés courant 2023. Elles sont toutes bien avancées et vont toutes, dans le bon sens. Maintenant, on attend les décrets officiels, évidemment. Alors exemple de Decathlon. Decathlon, c'est assez intéressant parce que je ne sais pas si vous allez sur le site, decathlon.fr.
.fr. Donc là, on est sur un collant running, show homme et ben sur le site Decathlon, quel que soit le produit sur lequel vous êtes, en bas de page, donc il faut un petit peu scroller, mais en bas de page, on a, l'impact environnemental du produit avec, l'empreinte carbone de ce produit. Donc, là, ce collant de running, il a une empreinte carbone de 6,48 kilogrammes de CO2 qui représente alors 1 kilo de CO2 représente 5 kilomètres en voiture essence, qui serait l'équivalent à peu près de 30 kilomètres, parcourus en voiture et la note de ce produit est de C. Donc, Decathlon est assez en avance, ça fait déjà très longtemps qu'ils communiquent là-dessus et qu'ils ont travaillé donc avec l'Impact. Ça, c'était un petit exemple par rapport à Decathlon. Hop, alors, autre plateforme, donc qui a été développée, par le ministère de la Transition écologique qui s'appelle Ecobalise. Donc Ecobalise, c'est un outil ouvert, gratuit, totalement gratuit, au service de la construction de la méthodologie et c'est un outil qui permet enfin sa volonté, c'est de sensibiliser en fait, les marques, aux plateformes, d'affichage environnemental et voilà, donc on peut aller sur cet outil. Je vous ai remis l'adresse ecobalise.beta.gouv.fr et alors si on se connecte sur la plateforme, parce que bon, vous montrer juste rapidement à quoi ça ressemble. Donc Ecobalise, c'est ça, c'est un simulateur. Donc vous allez pouvoir simuler, par rapport à un type de produit. Donc là, c'était un t-shirt. Donc le t-shirt, il fait 300 grammes. En dessous, on a toute la traçabilité, toute l'histoire, du produit, donc de la matière, la filature, le tricotage, l'ennoblissement. Si je change évidemment le pays, dans lequel, est réalisée, cette étape de fabrication, ça va changer automatiquement en fait, les calculs avec, le calcul d'impact automatiquement. Là, vous avez possibilité de comparer, donc ici, c'est la simulation sur laquelle je suis, mais si je fais un t-shirt au Portugal, un t-shirt en France, je vois les différences de calcul. Donc c'est un outil qui est assez intéressant et en tout cas qui est complètement gratuit et voilà et dont l'objectif est vraiment de sensibiliser, les utilisateurs à ce type de plateforme. Ça ne vient pas du tout en concurrence des outils privés. Mais c'est juste à titre, pédagogique. Alors, je reviens sur ma petite présentation. Donc ça, c'était pour Ecobalise. Donc n'hésitez pas à aller dessus, à l'utiliser et ça sera intéressant. Alors, si on reprend les obligations court terme, donc on a vu des plateformes d'affichage environnemental. Les obligations court terme, elles concernent vraiment, plutôt l'article 13 de la loi AGEC, donc les informations consommateurs. C'est quoi l'objectif? C'est donner de la visibilité aux consommateurs. Donc à partir, dans un magasin, vous êtes face à un produit, vous avez un QR code sur un lang tag, le lang tag du produit et vous allez pouvoir avoir tout un tas d'informations par rapport à ce produit et donc acheter ce produit en toute connaissance de cause. Alors, qui est concerné et à quelle échéance? La première échéance, c'était normalement le 1er janvier 2023 pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros et qui mettent sur le marché au moins 25 000 produits par an. Alors cette échéance du 1er janvier a été décalée au 1er juillet parce que je pense que c'était un petit peu court, et déjà le 1er juillet, c'est demain, donc le 1er janvier, c'était compliqué. Donc ça c'est la 1re échéance pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions. On a un petit peu de temps pour, celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions puisqu'on est au 1er janvier 2024 et pour celles pour lequel le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions, on est sur, 1er janvier 2025. Donc là, une échéance forte, vraiment très court terme pour ce qui concerne les informations consommateurs. Alors, parmi les sujets ci-dessous, quels sont ceux qui concernent les informations consommateurs? Est-ce que vous avez une idée, entre, l'énergie non renouvelable, la traçabilité, l'impact carbone, les substances dangereuses, la recyclabilité et l'eutrophisation des eaux douces? Quelles sont les informations, que vous allez devoir, communiquer
dans le cadre de cet article 13 concernant les informations consommateurs? Donc je vois que vous répondez. Alors vous êtes beaucoup à répondre à la traçabilité et vous avez raison parce que vous allez voir qu'on va en reparler en détail, mais la traçabilité, la recyclabilité, les substances dangereuses, notamment, tout ça, ce sont des informations, qui concernent, qui doivent être restituées, aux consommateurs. OK, super, top. Bah, en tout cas, vous êtes pas trompé sur la traçabilité et la recyclabilité. Les substances dangereuses, l'impact carbone, il est vraiment plutôt lié à l'affichage environnemental, donc pas forcément très court terme, mais voilà. En tout cas, merci pour vos réponses parce que traçabilité, substances dangereuses, recyclabilité, ça fait vraiment partie, des informations à restituer vraiment à court terme. Super. On va justement les revoir maintenant en détail ensemble, ces obligations légales. Alors, un premier pôle sur, tout ce qui est recyclage, recyclabilité. Donc, vous allez devoir communiquer, aux consommateurs, s'il y a des matériaux recyclés dans votre article, dans le produit que vous commercialisez et quelles sont, les proportions, enfin quelle est la composition exacte et le pourcentage exact de matériaux recyclés utilisés. Vous allez devoir communiquer également, la recyclabilité, du produit. Est-ce que le produit est recyclable, en globalité, partiellement, et cetera? Donc c'est vraiment des informations importantes sur lesquelles vous allez devoir communiquer. Donc, est-ce que voilà, est-ce qu'il est entièrement recyclable, le produit? Est-ce qu'il est recyclable en boucle fermée, majoritairement recyclable? Enfin, il y a tout un tas de règles de calcul, mais en tout cas, c'est cet aspect de recyclabilité du produit, c'est important, ainsi que le réemploi pour les emballages produits. Un un deuxième pôle très important, c'est tout ce qui concerne la traçabilité et vous avez très bien répondu dans notre sondage, précédent. C'est-à-dire que vous allez devoir, communiquer la traçabilité, enfin, de votre produit par étape de fabrication. Donc le pays où la fleur de coton a été cultivée, le pays où le fil a été filé, le pays où le tissu a été, tissé, où il a été teint, où si jamais il y a des impressions, où il y a eu une impression et puis enfin la confection. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît évidemment et on communique sur le made in par rapport à la confection, mais on n'a pas forcément toutes ces informations-là. Et ben demain, enfin c'est-à-dire, oui je dis demain parce que le mois de juillet c'est vraiment demain, vous allez devoir communiquer, l'ensemble de ces informations aux consommateurs. Les substances dangereuses, présence de la dangerosité, présence de substances dangereuses. Si un produit contient une substance dangereuse ayant un grammage supérieur de 0,1 au seuil imposé par la norme REACH, il devra porter la mention «Contient une substance dangereuse» ou «Contient une substance extrêmement préoccupante». Et vous devrez compléter cette information avec le nom de chacune des substances dangereuses. Donc ça aussi, nouvelle obligation légale par rapport à l'utilisation de substances dangereuses. Dernier point, sur les microfibres plastiques, hein, puisqu'il y a vraiment une pollution qui sont liées à ces microfibres plastiques qu'on retrouve, dans les océans, même aujourd'hui suite au lavage des produits. Donc les vêtements composés à plus de 50 de fibres synthétiques doivent porter la mention «Rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage». Donc recyclage, traçabilité, substances dangereuses, microfibres plastiques. Alors, quel est le format requis pour ces informations-là? Donc, on va dire en général, à partir d'un QR code, hein, ce que je vous disais sur une étiquette, carton. Donc il est préconisé d'utiliser plutôt un format dématérialisé, gratuit, accessible au moment de l'acte d'achat. Donc ça va renvoyer ce QR code vers le site de e-commerce, ou vers une autre page internet de votre choix, hein. Et donc vous dev ça doit renvoyer vers une fiche produit avec l'ensemble des informations obligatoires.
et ces informations devront être disponibles 2 ans minimum après la mise sur le marché. Voilà pour les obligations légales. Alors, des exemples d'affichage, hein, donc ça, c'était, par rapport à Aigle, un petit QR code et puis derrière, l'ensemble des informations, affichées. Alors, une petite question parce que là, on va parler maintenant un peu outils et quels sont les outils à utiliser. Donc avez-vous un PLM? Moi, ça m'intéresse de savoir si vous utilisez un PLM aujourd'hui. C'est vrai que les entreprises qui ont un PLM auront moins de difficultés à gérer toutes ces infos-là, puisqu'on a déjà une plateforme qui est prête à porter, toutes ces infos, de traçabilité, notamment. Donc, celles qui ont un PLM auront ça sera plus facile pour elles, de porter, toutes ces infos-là et demain de s'interfacer aussi avec, la plateforme choisie pour l'affichage environnemental et toute la traçabilité. Alors dans vos réponses, il y en a 22 qui ont répondu «oui», donc super. Donc quand vous avez un PLM, c'est vrai que ça va être plus simple demain. C'est en projet, super, 5, génial. Donc on espère que vous pourrez déjà partie avancer avant les prochaines échéances. Et non, n'ont pas de PLM. Bon, bah, il y a des entreprises qui n'ont pas de PLM et qui sont quand même capables, via des fichiers Excel, hein, de pousser les données vers les plateformes de restitution. C'est des choses, qu'on voit également. Alors c'est plus long à maintenir quand on travaille à partir d'un fichier Excel, et les données sont moins formalisées que dans un PLM, mais on peut quand même, s'en sortir. Top. Alors comment le PLM peut répondre à ces obligations légales? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, ce qui va être important, c'est de gérer, les données au bon niveau parce que le PLM, il y a plein enfin, un PLM, ça contient des matières, des fournisseurs, des articles, des nomenclatures et cetera. Alors, je vous ai mis le fabricant au centre de cette petite boucle. Donc là, on va voir matière, nomenclature, article, mais je vous ai mis le fabricant au centre parce que toutes les informations de traçabilité va concerner, le fabricant. Heu qui va être utilisé à chaque étape de fabrication. Donc le fabricant, il est vraiment central, il est vraiment important et en complément des informations obligatoires à gérer et à restituer au consommateur, le PLM va vous permettre également de gérer, toutes les informations relatives au fabricant, bien sûr, les informations de base sur les adresses, les contacts et cetera. Mais surtout de gérer, les certificats que vous demandez à vos fabricants. Alors je pense à Rich, mais ça peut être au Cotex ou ça peut être, d'autres types de certificats. Les dates d'effectivité des certificats, le PLM en général vous permet de gérer le document, mais de gérer aussi les dates associées, de vous donner des alertes si, le document que vous avez dans votre PLM associé à votre fabricant est obsolète. Donc ça, c'est important parce que sur le plan administratif, c'est des choses qui sont pas forcément simples à gérer. Donc gérer les certificats, gérer aussi, dans le cadre de votre politique RSE, des audits par rapport à votre fournisseur, des actions correctives qui ont été menées par rapport à des conclusions d'audit et cetera. Tout ça, toutes ces données-là, le PLM permet de stocker toutes ces données au niveau, du fabricant. Alors, le premier objet dont on va s'intéresser, c'est, la matière. Pourquoi? Bah, parce que la matière, toutes les données associées à la matière et le fabricant, hem, c'est ce qui va vous permettre de porter, tout un tas d'informations sur la traçabilité, puisque c'est la matière qui va porter l'information de filage, l'information de tricotage, l'information de teinture, c'est la matière qui porte tout ça. C'est l'objet matière qui va porter aussi, le pourcentage, de matière recyclée, s'il y a des substances dangereuses, s'il y a des microfibres plastiques. Toutes ces données-là, elles sont liées à cette associées à la fiche matière et on va consolider toutes ces données, on va tout reconsolider via la nomenclature, c'est ce qu'on va voir au niveau article. Alors, si vous avez une activité de travail à façon, vous achetez les matières, vous avez un contact avec votre fabricant, votre fournisseur de matières et donc c'est un petit peu plus facile de collecter les données, pour tout ce qui va concerner,
les activités de tissage, filage, teinture et cetera. Quand vous achetez un produit fini, ben, c'est plus compliqué parce que vous avez accès uniquement, au confectionneur, donc au fabricant, enfin voilà, ce que je vais appeler le niveau 1 et c'est lui qui va devoir vous donner toutes les informations relatives en fait à aux matières utilisées et donc c'est lui qui va devoir vous restituer, ben, les informations de teinture, de tissage, de filage et cetera. En tout cas, l'objet matière, dans le PLM vous permet de gérer toutes ces données-là. Heu, il y a un petit peu de configuration à réaliser parce que souvent dans la configuration, standard, ces données n'existent pas. Mais si elles n'existent pas, on les rajoute pour pouvoir, gérer, voilà, toutes ces données au niveau matière. Ensuite, via la nomenclature, alors la nomenclature, c'est quoi? La nomenclature, c'est la liste, de toutes les matières, utilisées dans l'article. Parce que ces données, ce que j'ai pas précisé, mais ces données de traçabilité sur la matière, elles sont demandées pas uniquement sur la matière principale, mais sur l'ensemble des matières qui constituent votre vêtement. C'est-à-dire que si vous avez une matière principale, une matière secondaire, je sais pas, pour des manches, par exemple, et que vous avez aussi une doublure, bah, l'ensemble de ces vous allez devoir communiquer, la traçabilité sur l'ensemble des matières utilisées, pas uniquement sur la matière principale. Donc la nomenclature article, elle est importante parce que justement, elle va vous permettre de lister toutes les matières utilisées, dans la confection du vêtement, ainsi que les emplois unitaires. Ça va être important pour les calculs de composition. À partir des matières utilisées et de la nomenclature, on va pouvoir consolider tout ça au niveau article et donner, ben, toute la traçabilité attendue, hein, au niveau, ben, filage, tissage, teinture et confection évidemment, puisqu'on est au niveau article, c'est à ce niveau qu'on fait la confection. Donc on a aussi le pays dans lequel, la confection a été réalisée. Et on va consolider toutes ces infos, traçabilité, matière, substances dangereuses, microfibres. Et c'est à partir de ces données, donc remontées au niveau article, qu'on va pouvoir, restituer l'information, aux consommateurs. Alors, mon objectif ce matin, c'était vraiment de parler des informations consommateurs. Évidemment, le PLM vous permet de porter tout un tas d'informations, complémentaires extrêmement importante dans le cadre d'une politique RSE, mais c'était pas mon objectif de développer ça ce matin, c'était vraiment de se focuser sur la partie info consommateur, donc liée aux matières, aux nomenclatures et aux articles. Alors quand je dis article, quelquefois ça peut être article couleur parce que si vous avez 2 pays de confection, différents, suivant les couleurs de vos articles, peut-être que vous allez devoir rentrer au niveau article coloris et pas, uniquement au niveau article. On consolide au niveau article si tous les coloris, sont fabriqués, au même endroit, mais si vous avez, des infos différentes, vous allez devoir gérer ça au niveau article coloris. Alors, autre exemple, que j'ai trouvé intéressant, c'est l'exemple de la société Asphalt et notamment sur un article qu'ils appellent le pull parfait. Ils proposent, voilà, une partie traçabilité avec vraiment des infos très détaillées sur la partie récolte de la laine, lavage, filature, teinture, tricotage et confection, donc au Portugal, le transport et l'impact environnemental total. Donc 16 kilogrammes de CO2, soit 289 kilomètres parcourus en voiture, 13 litres d'eau consommée. Autant que la culture de 215 kilos de pommes et 129 mégajoules, d'énergie consommée. Donc 1 kilowattheure, c'est 3,6 mégajoules, je crois, donc ça fait à peu près 33 kilowattheures consommés, pour ce pull. Voilà un petit peu les différents exemples de restitution, qu'on peut trouver aujourd'hui. Alors maintenant, si on fait une petite synthèse, on va dire que, c'est important de prendre conscience des échéances très court terme pour donner des informations fiables et claires aux consommateurs. Ça, 1er point, évidemment, l'échéance de juillet, c'est demain, donc c'est important d'en avoir conscience. S'assurer que le système d'information peut porter les données demandées.
Oui, alors évidemment, le PLM idéalement ou des fichiers Excel si besoin. En tout cas, il va falloir organiser le système d'information, pour porter ces données. Trouver une solution pour la restitution des informations, donc exemple site de e-commerce ou faire le choix d'une plateforme, et utiliser cette plateforme pour la restitution, de ces données de traçabilité. Rester en veille pour l'affichage environnemental courant 2023. Oui, parce que tant que les décrets ne sont pas parus, on ne sait pas exactement, quelles vont être les obligations. Mais enfin, on a quelques idées par rapport à l'ensemble des plateformes qui travaillent déjà, d'arrache-pied sur le sujet. Donc en tout cas, rester en veille pour la promulgation, des décrets officiels par rapport à l'article 2, de la loi climat et résilience. Voilà un petit peu un résumé de ce qu'on a pu voir, ce matin. Donc maintenant, je suis à votre disposition si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Il y a eu pas mal de questions dans le chat, Laure. D'accord. Je vais t'en citer quelques-unes. Enfin, on va commencer par la première. Alors, pour quelle raison renseigner ces infos dans le PLM plutôt que dans l'ERP? Alors, c'est une bonne question. On peut aussi aller, chercher ces infos dans l'ERP. Alors ça, c'est même une très bonne question parce que moi, ça me paraissait normal d'aller chercher ces infos dans le PLM parce que si on utilise ce type de plateforme, dès l'amont, dès le démarrage du développement d'un produit et d'une collection, les infos, a priori, donc on les a et on les a peut-être plus facilement que, dans un ERP. En général, on est aussi sur des outils qui sont plus configurables et plus adaptés à gérer ce type d'infos détaillées au niveau produit qu'un ERP. Donc c'est pour ça que assez naturellement, c'est le PLM qui me semblait la bonne plateforme pour gérer ces données-là. Si vous arrivez à gérer, l'ensemble des données, de façon, aussi, simple dans un ERP, très bien. Enfin, je veux dire, on peut tout à fait aller chercher ces données, dans l'ERP s'il y a pas de PLM ou si on préfère, les gérer dans l'ERP. Enfin, je pense qu'il y a pas de il y a pas de contre-indication du tout, au contraire. Enfin voilà, c'est à vous de choisir quelle est la plateforme, par rapport à votre système d'information qui vous semble la plus adaptée. Super, merci Laure. On a une autre question autour du calendrier cette fois et notamment au niveau de donc tu as évoqué au début du webinaire le décalage des dates du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2023. Oui, On se demande du coup s'il y a des informations officielles, quelles sont les sources de ces infos, qui en a été informé, et cetera. alors c'est des infos du ministère de la transition, écologique, via, la plateforme, Refashion. En revanche, je n'ai pas vu de publication par rapport à l'officialisation de ce décalage. Je pense que ça s'est fait naturellement parce que ça a été trop court et que on voilà, je pense que tout le monde s'est aperçu que personne n'était prêt au 1er janvier. En revanche, je n'ai pas vu de publication officielle, en tout cas sur ce décalage. Si on trouve la source, on n'hésitera pas à Oui, vous oui, la tout à fait. transmettre. Une autre question, est-ce que, donc le QR code, peut être sur les QR codes donc pour, l'affichage environnemental peut être sur l'étiquette, composition cousue à l'intérieur du vêtement? Ou est-ce qu'elle doit être visible sur une étiquette extérieure et à part? Je pense qu'elle doit être accessible et visible, sur l'étiquette carton, le hang tag, en tout cas, pas sur l'étiquette de compo à l'intérieur du vêtement. Parce que déjà, enfin, les gens qui connaissent un petit peu savent que l'étiquette de compo, elle est en général cousue, dans la couture intérieure gauche, mais pas forcément le consommateur, lambda et je pense que cette info doit être plus visible que sur une étiquette de compo, Très bien. cousue à l'intérieur du vêtement. Merci Laure. Encore une autre question. Est-ce qu'on peut choisir, d'afficher par exemple sur les étiquettes: «Ne contient pas de matières dangereuses, ne rejette pas de microplastiques», donc plutôt, format négatif? Non, c'était pas du coup, je me permets de rebondir, c'était pas ça la question. C'est que nous, du coup, la RSE nous a dit qu'on pouvait potentiellement choisir de ne pas afficher, ces phrases si elles étaient négatives. Dans le sens où dans l'article qu'on a mis en ligne, il y a ni matière dangereuse, ni microplastique. Est-ce qu'on a le droit de justement ne pas afficher ces phrases si elles sont à la négation et que du coup,
il n'y a pas d'intérêt d'aller prévenir le fournisseur, enfin le client, je veux dire, Non, final. non, s'il y en a pas, il y a pas d'intérêt à les mettre. Ok, Elles sont obligatoires qu'en cas de substances dangereuses ou de microfibres ok, plastiques. S'il y en a pas, non, 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 vous le faites surtout pas apparaître. Enfin, je pense que c'est pas nécessaire, hein. ok. Merci. Merci pour la précision. Une autre question, est-ce qu'un vêtement en cuir avec une doublure jersey est concerné, par exemple? Je pense que la traçabilité sur le cuir est, enfin, oui, 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 et à mon avis, il va falloir, donner des infos sur la traçabilité sur le cuir et sur la doublure jersey, sur les 2 matières qui composent, le blouson. Merci. Excusez-moi, ça veut dire que le cuir est concerné aussi par la traçabilité? Je peux vérifier et vous envoyer une petite confirmation par email. Vous me laissez votre adresse mail et je regarderai, mais je vais dire à 95 je dirais oui, hein. OK, super, bah, je vous envoie mon adresse mail. Merci. OK, pas de souci. J'ai une autre question de la part de Delphine, donc qui nous dit: «Vous parlez REFCO, mais quand il s'agit du poids des matières, très différent, pardon, entre 2A et 14A par exemple, on le gère à un niveau inférieur, REFCO taille. Est-ce que le PLM sait le faire?» Ah oui, oui. Bah, le PLM peut gérer évidemment les variantes de couleurs, mais peut gérer même ce qu'on appelle le SKU, c'est-à-dire, la variante taille couleur. Alors en général, toutes ces données qui sont vraiment, gérées à ce niveau-là, en général, elles sont gérées au niveau de l'ERP et pas au niveau du PLM. Donc Merci. le poids au niveau, taille couleur, si c'est une question par rapport au poids, j'aurais tendance à le gérer dans le RP. Mais le PLM gère aussi, les SKU, hein. Enfin, on peut aller jusqu'à gérer les SKU dans le PLM. Donc, c'est juste que c'est plus simple souvent dans le RP que dans le PLM. Merci beaucoup Laure pour tes réponses. Il est déjà 12h35, donc je pense qu'on va, couper le webinaire ici. N'hésitez pas D'accord. si vous avez des questions, à nous les envoyer par email et puis on se fera un plaisir de vous répondre. On répondra aussi aux questions qui ont été posées sur lesquelles peut-être qu'on avait, Oui, tout à fait. quelques doutes. En tout cas, voilà, merci, Laure pour tes réponses et je te laisse clôturer le webinaire. Eh ben, super, bah, je vous remercie, enfin, en tout cas, merci de vous être connectés ce matin. J'étais ravie de partager ce moment avec vous et ben, je vous souhaite une très bonne journée, puis n'hésitez pas à revenir vers moi si jamais, vous avez des questions complémentaires. Très belle journée à tout le monde en tout cas et à bientôt.